C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech que je n'ai pas réussi à traduire en coréen, malheureusement. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Alain. Est-ce que tu es en train de sous-entendre que derrière toi, c'est la Corée qu'on pourrait voir s'il faisait pas la nuit chez toi? Écoute, mon splendide décor de chambre d'hôtel devrait signaler le fait que si vous me regardez, évidemment, vous voyez que je suis pas à la maison, parce que je suis effectivement en Corée. Je suis à Séoul en ce moment. On est venu essayer des voitures électriques de Hyundai, la Ioniq 9, qui est leur gros, ils disent un VUS, mais c'est plus une fourgonnette, mais bref. On n'ira pas jouer dans la sémantique de ces choses-là, mais c'est un véhicule 6 ou 7 passagers, 100% électrique, qui va être vendu chez nous, je pense, au mois de juin, au courant de tôt cet été ou tard ce printemps, bref. Malgré tout ce qu'on entend, la marche, le progrès électrique continue son essor, n'est-ce pas? Il y a comme une espèce de petit TM au bout de cette phrase-là, ça sonne comme un slogan, là, mais c'est constructeur qui poussait déjà pour l'électrique continue malgré le fait que l'aide gouvernementale a été coupée dans les dernières semaines, en fait, au Canada, puis que ça brasse beaucoup aux États-Unis, mais bon, bref. On n'ira pas dans la géopolitique de l'auto électrique. Non, non, mais moi je suis curieux, est-ce que tu as conduit ça sur un circuit en ville? Tu as conduit ça sur des routes de Corée enneigées, je sais pas? Ben, on peut en parler. J'ai conduit, en fait, je suis parti de Séoul, où je suis ici, on est rendu à Busan, qui est la deuxième plus grosse ville, qui est une ville portuaire, qui est à l'autre bout complètement du pays. Donc, on a traversé la Corée du Sud de bord en bord en 4h30, et on est revenu ensuite en 6 heures, parce on est tombé dans le trafic à Séoul, qui est assez fou, qui est un pays très axé sur le transport automobile, comme la plupart des pays occidentaux d'ailleurs. Un truc qui est intéressant, dans la mesure où c'est intéressant, où c'est aussi fâchant, c'est qu'ils ont beaucoup de radars photo, ils ont beaucoup de radars qui calculent la moyenne de vitesse sur une distance de dizaines de kilomètres. Donc, tout le monde respecte vraiment extrêmement strictement les limites de vitesse sur l'autoroute et partout, même en ville, il y a des caméras partout pour s'assurer que le transport est sécuritaire. Donc, c'est extrêmement strict. Et je sais pas si on sait que le Québec veut aller vers ça. Et si c'est le cas, ça va générer beaucoup de grogne parce qu'on a l'habitude de tricher toujours un peu, hein. Et ici, c'est pas permis. C'est très drôle parce que tu dis que tu as fait Séoul à Busan. Il y a un film d'horreur que je vous recommande qui s'appelle Train to Busan, un film de zombies qui m'a procuré beaucoup de plaisir. Tu as une très haute vitesse puis tu as les zombies là-dedans. Très, très, très bon film, Train to Busan. Tout de suite, était en voiture, mon chanceux. Ouais, Dans cet épisode... En fait, l'architecture ou l'urbanisme coréen, pour ce que j'en sais, là, je suis resté ici 3 jours, on va pas sortir des grandes dissertations, mais beaucoup de constructions en hauteur, très serrées, très étroites, c'est-à-dire qu'on on s'étend pas, il n'y a pas d'étalement comme on le voit chez nous, c'est vraiment, tout est construit en hauteur, en bord d'eau, en bord de montagne, mais on construit pas en fou dans toutes les directions, vraiment à la verticale. Je trouve ça assez intéressant comme concept. Ce qui est pas fou. Ce qui est pas fou, si tu veux de la densité de population. Dans cet épisode, on va parler du iPhone 16e, de la nouvelle montre OnePlus d'intelligence artificielle, sans surprise, oui, d'une SIM mondiale pas chère, illimitée, ça je serais très curieux, j'ai hâte d'en savoir plus, d'un bon micro sans fil, j'ai reçu ça à l'essai, et d'informatique quantique. On va essayer de vulgariser ça, mais j'essaie de lire la nouvelle de Microsoft à propos de leur nouvelle puce quantique. J'ai un petit peu saigné du nez, j'ai arrêté. Je pense que j'ai des petits écoulements dans le cerveau qui sont pas normaux. On va essayer comme ça. Nos partenaires, c'est ça, nos partenaires TELUS, Plan Hub, merci d'être avec nous pour supporter ce podcast. Je commence avec une nouvelle, Alain. Je ne sais pas si tu en as reçu des invitations pour participer à un podcast. On aime beaucoup votre contenu, Monsieur Forgette. On aimerait que vous parliez de votre vie de couple dans notre podcast Live Couple with machin chose, podcast. Ça, c'est en anglais. Là, tu te dis, oh, l'anguille sous la roche, c'est louche. Je sais pas c'est qui cette personne-là, pourquoi il m'invite. Là, j'ai dit, comment ça marche, combien ça coûte? C'est peut-être ça l'arnaque, on va me demander de l'argent pour participer à un podcast bidon. Non, on me dit, on te donne 2000 $ pour participer à notre podcast US.
En signe de bonne foi. Nigérien qui veut te confier son compte bancaire, tant qu'à faire. Ben oui, là, j'ai dit, attends un peu, on me propose de l'argent. Il doit y avoir une anguille sous la roche, là. Ça se peut pas qu'on me demande de participer à un podcast prestigieux en anglais alors que j'ai aucune idée c'est qui. Faites une petite recherche. Quand ça fait 3 fois qu'on t'invite à des podcasts américains comme ça, ce qui semble que c'est une arnaque pour les créateurs de contenu ou ceux qui ont des sites web, ceux qui ont des choses comme ça. Ce qu'on fait, c'est que on t'invite, on te propose de l'argent, on te donne un rendez-vous et on dit « Ah, il faut qu'on fasse un petit test de connexion. Télécharge le fichier suivant. » Et là, on vole tes comptes de réseaux sociaux, on s'approprie ton identité, puis là, on peut repartir l'arnaque avec ton compte. Et là, tu dois te battre pour retrouver ton site web, retrouver ta connexion, retrouver tes mots de passe de YouTube, de Facebook, et ainsi de suite. Je trouve ça épouvantable. Faites-vous pas avoir, parlez-en. On a l'arnaque du président, le patron qui dit « Hey, fais ça, fais ça ». Mais là, imaginez un patron un peu fier qui reçoit une invitation pour participer à un podcast prestigieux pour parler de sa business. C'est une arnaque qui peut coûter cher. On n'aime pas ça. Si vous recevez une invitation pour un podcast, ça peut être une arnaque. Si on vous invite à une tasse de tech, c'est gratuit et vous allez pouvoir parler de votre organisation. Ça va nous faire plaisir. Voilà. On le fait, effectivement, et on est légitime. Je ne suis pas un avatar. C'est ça. Puis on n'achète pas d'abonnés non plus pour augmenter notre audience. Nouvel iPhone? Oui, ben on a entendu. Évidemment, quand Apple fait quelque chose, c'est toujours un peu plus gros, n'est-ce pas? Ils ont présenté un nouvel iPhone 16e. On attendait l'iPhone SE de 5e génération. Et là, chez Apple, on dit, c'est pas la même chose. C'est un tout nouveau téléphone. Cela dit, on retire quand même le iPhone SE qui datait de 2022 du catalogue. On retire aussi l'iPhone 14 qui est encore vendu par Apple au Canada. Donc, on fait un peu le ménage. iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Pro et l'iPhone 15 est encore vendu chez nous. Le nouveau iPhone 16e, on présume pour écono, mais c'est encore très relatif. Le téléphone, je vais vous le dire tout de suite, parce qu'il est vendu 599 $ américains. Et comme le taux de change est ce qu'il est, ça équivaut à 899 $ canadiens. C'est des gros sous. C'est quand même le moins cher des iPhones. Le iPhone 15 est 999 $, l'iPhone 16 est 1129 $. Donc, ça coûte cher, un iPhone. On n'a pas le choix, on s'en sort pas. On attendait un téléphone à facilement 300-400 $ américains, donc peut-être plus près des 500 $ canadiens. C'est pas ça qu'on a eu. Il y a quand même quelques éléments qui sont intéressants sur l'appareil, notamment, on revient, en fait, on complète la transition vers les écrans mur à mur. Là, il n'y a plus de bouton d'accueil sur le devant de l'appareil. On a vraiment un écran avec l'encoche en haut là, pour la caméra frontale. On remplace donc le bouton et Touch ID, qui était l'identification biométrique par l'empreinte digitale, avec Face ID, qui est la reconnaissance du visage, écoute, un ou l'autre fonctionnait très bien. Donc, c'est pas au niveau je pense pas que c'est une amélioration au niveau de l'utilisation. C'est juste une façon différente de s'identifier. Mais on harmonise tout ça chez Apple du côté des téléphones, en tout cas pour l'instant. Devant 5G et tout le kit, il y a une nouvelle caméra Fusion 2 en 1. Il y a un seul objectif. Il y a un capteur de 48 mégapixels. Chez Apple, on dit qu'on fait de la magie avec les pixels. C'est-à-dire qu'on combine 4 pixels en 1 pour créer l'équivalent de téléobjectif. Un zoom 4X essentiellement, qui donne le résultat d'une photo prise par téléobjectif de 12 mégapixels. C'est ce qu'on appelle du pixel binning qui est utilisé sur Android depuis des mois. Je ne sais pas pourquoi ils réinventent cette technologie-là. Bien des gens vont peut-être apprécier, les gens qui avaient un vieil iPhone. On a comparé, quand on en parle du iPhone, l'iPhone 16e avec l'iPhone 11 et l'iPhone SE. Donc, souvent, c'est un indicateur de qui on cible, quelle clientèle on cible avec l'appareil. Quand on parle, on réfère à un téléphone plus âgé. iPhone 11, ça fait 5 ans, donc c'est à peu près le cycle de vie d'un téléphone intelligent ces jours-ci, 5-6 ans. Donc, c'est à peu près ça qui serait la cible. Si vous avez un iPhone 10, 11, 8, 9, et ça commence à sentir le vieux, probablement que vous êtes la clientèle ciblée par ce nouvel appareil-là. Écran de 6,1 pouces, je ne l'ai pas dit, 6,1 pouces avec, et ça, Pascal, tu pourras nous en parler parce que tu as eu l'information sur l'arrivée en français d'Apple Intelligence. Je pense que la clé, en fait, avec ce téléphone-là, c'était... Il y a un embargo, on ne peut pas en parler. Moi, tout ce que j'ai, je le sais. Apple Intelligence va être en français en avril. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne peux pas dire plus, Alain, je suis muselé.
mais il sera en français. Entre-temps, il va être en anglais. Cela dit, dès la mise en vente de l'appareil le 28 février, on a essayé le processeur A18 du iPhone 16 sous le capot du iPhone 16e, justement pour permettre d'intégrer cette suite d'applications d'intelligence artificielle générative. Donc, on suivra ça de plus près. L'élément intéressant, c'est l'arrivée d'un nouveau modem qui capte évidemment les ondes cellulaires, le modem C1 qui est produit par Apple et qui, Apple étant Apple, n'est-ce pas, permet de se dégager de la dépendance du fabricant envers Qualcomm qui fait des puces Snapdragon et qui fait des puces pour à peu près tout le monde dans le marché ces jours-ci. Donc, une façon effectivement d'aller un peu plus loin. Je ne sais pas si c'est en lien avec ça, mais il y avait quelques années, Apple avait racheté la division 5G d'Intel, de puces 5G, pour développer justement ses propres antennes, ses propres modems. Donc, c'est peut-être ça, c'est peut-être le fruit de cette acquisition-là qu'on voit apparaître tout d'un coup. Et semble-t-il que ce modem-là, appelé C1, va se retrouver sous le capot d'autres iPhones à l'avenir. Donc, ce sera à suivre. Entre-temps, vous avez une gamme d'iPhone qui se complète, c'est drôle parce que cette semaine, dans la presse, je parlais d'un téléphone Motorola, on en a parlé la semaine dernière, à 430 $. Celui-là, il était 900, donc vous voyez que le téléphone iPhone moins cher n'est pas le moins cher, nécessairement. Il existe des téléphones qui ne coûtent pas très cher, donc si vous voulez payer pas cher, il existe des produits. Et il y a ce nouveau téléphone-là qui s'ajoute, qui est probablement le plus cher des téléphones les moins chers, si vous voulez le voir. Mais c'est fou parce que, comme tu dis, je m'attendais à un iPhone. Tout le monde rêve d'un iPhone pas cher, rêve qui à chaque année est déçu. Mais à 899, on est à 200 $ de moins que le iPhone 16. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être tentés par ça, parce que l'iPhone 16, à ce moment-là, devient 200 $ de plus pour pas grand-chose. Meilleur téléphone un petit peu. Le reste, t'as pas le fameux bouton selon moi, c'est des détails pour le commun des mortels qui veut un iPhone abordable. Puis au lieu de payer 500 pour un iPhone, tu vas payer 800 quelques. Encore une fois, kitching. Les prix ont plus de sens en américain parce que c'est 599, 799, 999. Donc, il y a une progression logique. Au Canada, ça devient... puis c'est pas la première fois qu'on le dit, mais tout va coûter cher cette année au Canada parce qu'on est vraiment en perte de pouvoir d'achat, je veux dire comme ça. Et voilà. Parlant de perte de pouvoir d'achat, Amazon nous en passe une pas pire aussi avec ses livres numériques, là. Ouais, il va rendre plus difficile le transfert des livres à son ordinateur par USB. Il y avait une fonction transfert par USB qui, à partir du 26 février, ne fonctionnera plus. Ce qu'on pourra plus faire, c'est transférer ses livres Amazon par USB dans son ordinateur. Remarquez qu'il y a déjà des options de contournement qui existent, qu'on va pouvoir utiliser. Les pirates sont déjà à cœur joie sur ce problème-là. Mais c'est dommage qu'on ait pu cette option-là facilement. Ça permettait de transférer des livres d'une liseuse Kindle à l'autre sans passer par le Wi-Fi. Ça permettrait d'avoir un backup de ces livres. Encore une fois, si on n'a pas un accès facile au Wi-Fi, on a peut-être besoin de ça. Mais surtout, on s'en doute, ça permettait de transférer les livres dans son ordinateur, d'enlever les protections numériques et de rediffuser ces livres-là ou de les garder. On va toujours pouvoir ajouter ces livres existants. Donc, si on a des livres qu'on a libres de droit, ainsi de suite, trouvés sur Internet, on va pouvoir les déplacer dans sa Kindle, mais on ne pourra pas sortir les livres de sa Kindle aussi facilement qu'avant. Et c'est très particulier parce qu'aux États-Unis, depuis peu, quand on achète un livre sur Kindle, et là je dis ça, et c'est pas acheter que je devrais lire, je devrais dire, ce qu'on fait, c'est écoute, il est écrit dans les petits caractères en français que le contenu qu'on obtient est concédé sous licence. On n'achète pas le livre numérique avec Amazon. Le contenu nous est concédé sous licence et pour être lu au moyen du logiciel Kindle ou des manières permises par le service. Et ça, je ne l'avais jamais réalisé. Que quand tu achètes un livre Kindle, tu es tenu de le lire avec l'application Kindle ou de manière permise par le service. Du côté des États-Unis, c'est déjà plus clair. Quand on télécharge le livre, ils ont changé la mention. Là, c'est under license, c'est pas you buy the book. Très, très flyé. Ce qui m'embête là-dedans, c'est qu'avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, si jamais un livre est retiré des tablettes, si jamais un livre est censuré, si jamais un livre est mis à jour avec un vocabulaire plus correct, on n'aura plus aussi facilement qu'avant cette capacité-là d'avoir
la version originale du livre. Je crains le pire là, avec les États-Unis. Là. Censurer un livre, c'est pas en deçà C'est c'est incroyable comment on pas peut au-delà de ce qu'ils s'envisager que ça pourraient faire. soit Tu sais. exactement, c'est ahurissant. Wow. Ici. Donc, j'ai bien hâte de voir. Enfin, si vous avez des Kindle, il y a plein de gens qui disent, là, c'est le temps de télécharger, vous ne pourrez plus jamais sortir vos livres. On va pouvoir le faire, mais par des moyens contournés. Puis ça laisse une petite porte d'entrée à des virus ou des logiciels malveillants que quelqu'un pourrait dire, je veux sortir mes livres de ma liseuse puis télécharger des trucs. On n'aime pas ça. On aime quand c'est libre, on aime quand c'est ouvert. Et tout. C'est fou quand même qu'on envisage le pire dans ces situations-là. En tout cas, clairement, on a fait un mauvais virage dans les mondes parallèles récemment. On est tombé dans le moins bon des options qu'on avait. Plus ludique, peut-être, OnePlus a annoncé cette semaine l'arrivée bientôt de nouvelles montres connectées, la OnePlus Watch 3, qui est une très jolie montre. Par ailleurs, je ne sais pas si tu as vu les images, c'est quand même... J'ai vu les images, elles sont très belles. Les montres OnePlus. Vraiment, c'est impressionnant. Un système Wear OS 5 de Google. En fait, c'est un système combiné pour étirer l'autonomie de la batterie, mais en gros, c'est Wear OS. Un écran de 1,5 pouce, 1,5 pouces bien rond, avec la grosse nouveauté sur ce modèle-là, c'est qu'on a la couronne sert d'outil de défilement, comme sur un Apple Watch, en fait. Oui. Et, c'est une belle façon de faire défiler du contenu, effectivement. Qui était souvent éludé par les fabricants de montres Wear OS. Donc, c'était une façon facile de naviguer qui était, en tout cas, sous-utilisée. Donc, on va voir si ça fonctionne bien dans ce cas-ci. C'est un bel appareil. C'est une belle montre, c'est un bel appareil. On parle d'une autonomie de 5 jours d'utilisation normale par charge, ce qui est un gros plus par rapport à la plupart des montres connectées. Et si on passe en mode économie extrême, on peut étirer jusqu'à 16 jours le fonctionnement de l'appareil. Mais économie extrême, à mon avis, c'est ça affiche l'heure où la montre ne sert plus à grand-chose. Donc, c'est pas nécessairement la meilleure façon d'utiliser. On dit qu'on a réussi à accroître quand même la capacité de la batterie en utilisant la même technologie que le OnePlus 13, là, le NanoStack Battery, je ne sais pas trop comment ils l'appellent. Oui, des batteries beaucoup plus denses. Donc, plus de capacité pour la même dimension, le même volume. Et ça, il faut quand même féliciter OnePlus d'avoir eu l'idée de faire ça tout de suite dans une montre connectée pour aller chercher ce bonus. L'appareil a un verre ultra résistant, évidemment, un boîtier métallisé aussi assez robuste. On dit qu'il a une résistance militaire 1000 STD 810H, qui est le standard. Genre, on peut probablement lancer la montre en bas d'un édifice puis elle va résister j'exagère vraiment beaucoup. Mais c'est un bon indicateur de la résistance contre les égratignures et les chocs et tout ça. Il y a une centaine de suivis d'activités sportives intégrées à la montre différentes. Donc, c'est une centaine de sports minimum. On peut personnaliser aussi puis en ajouter à loisir si vous faites des sports que personne ne connaît. Écrivez-nous, on veut le savoir. Il y a aussi, évidemment, un suivi du sommeil. Et là, ça, c'est le débat est ouvert. Moi, personnellement, je ne suis pas capable de dormir avec une montre, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais pour les gens qui le font, il y a ça. L'appareil va coûter 449 $, va être mis en vente la semaine prochaine, le 18... Ah non, il est déjà en vente. Il est en vente depuis cette semaine. Mon Dieu, le temps 18 février, oui. On est le... Wow. À 449 $. Donc, vient avec un beau bracelet disponible en 2 couleurs, un peu vert ou un peu gris foncé. Et se jumelle à un téléphone OnePlus, bien sûr, mais à tous les téléphones Android. Et je ne pense pas qu'il y a d'application iPhone, par contre. Je ne suis pas certain. Il y a peut-être Wear OS pour iPhone, il l'avait il y a un bout de temps, mais je ne parierais pas ma chemise là-dessus. Mais si vous avez un téléphone Android, peu importe la marque, c'est une des belles montres connectées sur le marché, je vais le dire comme ça. Évidemment, il faudra l'essayer puis en reparler pour après savoir si elle livre la marchandise, mais au moins, elle est jolie. On espère. Moi, j'attends toujours la version avec stockage musical simplifié, parce que même Spotify est un peu capricieux. Il y a une connexion cellulaire intégrée avec eSIM, mais je ne sais pas si celle-là l'offre. Je ne me rappelle pas si la précédente le faisait. Mais ça, le problème, c'est que ça coûte cher. Donc, on a une autre conversation à avoir là-dessus. On en reparlera peut-être un jour. Puis, il faut que ton opérateur offre les eSIM, ce qui n'est pas le cas de tous les opérateurs au Québec encore. Exact. Dommage. Parlant d'opérateurs cellulaires et de gadgets, le AI Pin de la compagnie Humane, un petit gadget super futuriste qui permettait de parler à une intelligence artificielle, une espèce de petit macaron, quelque chose qu'on épinglait, très, très Star Trek comme principe, avec un petit projecteur au laser, voilà, qui projetait des informations pour que tu puisses, dans le creux de ta main, voir les réponses qui t'étaient données discrètement par l'intelligence artificielle. C'est complètement inutilisable à partir du 28 février. La compagnie coupe ses services cellulaires, coupe ses serveurs. Fini. Bye bye le AI Pin.
Ce qui est fou, c'est que tu peux te faire rembourser. Okay. Ben oui, ça avait tellement été un buzz. La compagnie valait 1 milliard au moment à peu près, était évaluée à peu près à 1 milliard au moment du lancement. On peut se faire rembourser son AI PIN seulement si on a acheté dans les 90 derniers jours. Fait que tous les poissons qui ont acheté le produit quand il a été lancé se font crémer solide. C'est vraiment pas cool. Qui a acheté Humane? Pourquoi c'est abandonné comme ça? C'est HP. La compagnie qui quand même a un petit peu de sous et aurait pu être plus honnête et généreuse là-dedans. Ils ont acheté la compagnie Humane pour 116 millions de dollars, donc à peu près 10% de ce que ça valait au sommet de la vague. HP devient propriétaire du système d'exploitation du AI PIN qui s'appelle Cosmos OS. Cosmos. Très, très beau comme petit jeu de mots. 300 brevets que Humane avait et du personnel, paraît-il, extrêmement qualifié dans la création d'objets, d'intelligence artificielle et tout. On a, en passant, tellement un produit fantastique qui ont dû rappeler le boîtier qui est un risque d'incendie. Et on l'a mentionné avec les montres Pebble, quand un produit est abandonné, purée qu'on devrait donner le code pour permettre au moins à des créateurs de réutiliser le produit, de faire quelque chose avec et de pouvoir peut-être trouver une façon alternative de s'en servir. Je trouve ça inconcevable qu'on laisse comme ça HP, abandonner le consommateur. Ils sont bons, eux, pour... c'est la grande faucheuse de technologie. Ils ont racheté WebOS avec le Palm à l'époque. Ils ont complètement... vidé la coquille, ils ont ensuite légué ça, WebOS est rendu chez LG. Ils n'ont pas un bon historique de rachat chez HP. Ouais, je trouve ça dommage parce que j'avais tellement HP en haute estime, j'avais une calculatrice HP, j'étais fier, c'est une compagnie qui faisait tellement des belles choses. Puis là, ben, aurait pu faire mieux, je crois. Je pense pas qu'ils en ont vendu des masses de AI PIN, fait que rembourser les gens, ça aurait peut-être pas été un gros montant là-dedans, là. Je crois. Il y avait un buzz quand même, il y avait beaucoup de faux mots. Là. Moi aussi, j'en veux une, puis là, les gens s'est précipités, puis ils vendaient seulement aux États-Unis, cela dit, donc au moins, ça a évité peut-être le pire, en fait. On prend le moment, cette pause dans le balado pour vous rappeler que nous sommes commandités par TELUS et Plan Hub. Vous voyez comment je viens de faire une publicité discrète dans un balado? Oui, subtil. Écoute, j'ai rien. Hey, on est-tu commandité par TELUS et Plan Hub? Wow! Ma parole, avons-nous les commanditaires TELUS et Plan Hub sur le balado? C'est une bonne question. Et devant cette publicité, vous vous dites probablement, mon Dieu, mais il y a vraiment de la publicité partout, c'est incroyable. Et je vais répondre effectivement, et bientôt ailleurs encore plus, si on se fait à la rumeur qui circule à l'effet que Apple songerait à monétiser. Ça, c'est le fameux mot monétiser. On l'aime, ce mot-là. Son application de cartographie en fait, Maps en anglais, Plan en français, qui est l'équivalent pour Apple de Google Maps, qui est probablement plus utilisé, mais qui est quand même disponible sur les produits Apple. Donc, on pense à ajouter de la publicité sous forme de mentions de commerce, de commerçants, de bannières, en fait, commerciales, à proximité, évidemment, quand on se rapproche d'un magasin de café, ben, la marque pourrait popper et apparaître. On imagine très bien le modèle. Ce qui serait... ça fait longtemps que j'ai essayé Apple Plan. J'ai été découragé par les premières générations qui n'étaient pas très bonnes et je ne sais pas à quel point l'application s'est améliorée et à quel point elle est utilisée suffisamment pour rajouter une couche publicitaire et ne pas se dégrader, en fait. Parce que c'est un peu ça qui arrive, c'est que les applications dans lesquelles on ajoute de la pub, on fait pas ça pour rendre ça plus utilisable. On fait ça pour générer des revenus et pour peut-être un peu agacer ou en tout cas gruger de l'attention de l'utilisateur. Donc, ça devient toujours un peu moins plaisant à utiliser. J'ai hâte de voir comment ça va se traduire, mais chez Apple, ça fait partie de la stratégie d'élargir le modèle de revenus basé sur les services. Ça fait des années qu'on insiste là-dessus et là, on se dit, ben, on va maintenant exploiter la pub. On ajouterait aussi éventuellement de la publicité aux émissions présentées ou contenus présentés sur Apple TV+, comme le font déjà la plupart des services de streaming. En fait, Amazon le fait, Netflix le fait, Disney le fait. En fait, la question, c'est qui ne le fait pas, n'est-ce pas, dans les grands services. Et là, ben, on aurait encore une fois une version peut-être moins chère par abonnement ou peut-être le même prix, plus de la pub et plus cher encore si on veut faire partir la pub. Mais on pense qu'il y a un potentiel. On parle de dizaines de milliards de dollars américains en revenus annuels qu'Apple pourrait générer souverain au modèle publicitaire. À suivre. On s'en sort pas. Oui.
Parlant de payer plus, il y a Spotify qui pourrait cette année, pour vrai, là, ça fait des années qu'on en parle, offrir un tiers haute fidélité. Et moi, ça m'excite Ouh! un petit peu parce que j'aime beaucoup écouter Spotify. Je trouve qu'il y a une bonne proposition de la fonction Daylist me réjouit, analyse qu'est-ce que j'écoute d'habitude, puis me propose de la musique dans le même style, le même beat. Souvent le soir, tu te casses pas la tête, tu démarres ta Daylist, puis habituellement, ça marche. On pourrait offrir un volet haute fidélité, de musique de meilleure qualité. Là où j'ai un malaise, c'est que ça serait 5 à 6 dollars américains de plus par mois, c'est-à-dire entre 7,5, 8 dollars, 9 dollars de plus par mois. Au Canada. Ben oui. Commence à faire mal, là. Parce que je veux même pas savoir combien ça coûte Spotify par mois. Je le paie avec plaisir, mais d'avoir un montant de plus pour avoir de la haute fidélité, est-ce que je vais l'entendre quand j'écoute la musique à la maison, relax, sans écouteurs, haute fidélité et tout? On bonifierait l'offre, on adoucirait, on ajouterait un petit peu de miel dans la proposition en donnant des promotions sur des concerts. Et donc, est-ce que ça va fonctionner au Canada? Est-ce qu'il va y avoir des rabais? Est-ce que ça va être des concerts exclusifs pour les utilisateurs de Spotify qui vont valoir la peine? Et la possibilité, et là je décroche encore plus, la possibilité de remixer les chansons. Là, je me dis, tu vas payer 5 à 6 dollars de plus. Moi, je me dis, si tu as plus que 14 ans, vas-tu prendre la peine? Ah, je vais te faire un remix allant de ma chanson. C'est comme créer des emojis personnalisés, là. Quand je vois des démos de ça, là, je me C'est dis, quoi ton OK, genre quand tu as plus que d'emoji 12 ans, personnalisé? là, je vais passer 5 minutes pour te créer un emoji personnalisé pour te surprendre et te faire rire parce que je t'invite à une fête. Écrivez-moi si vous le faites. Sérieusement, dites-moi vos motivations. Je suis un peu inquiet là-dessus. Alors, Spotify haute fidélité, j'espère pouvoir au moins l'essayer, savoir si j'entends la différence. On va te faire un remix, Pascal. On va écouter ça. Écoute, on en parlait tantôt. Là, on entre dans la nouvelle de la semaine la plus difficile à faire. On va l'essayer. Je On va prépare parler des d'informatique mouchoirs parce que quantique ça... avec Microsoft. Exactement. Ça se peut qu'on ait une crampe au cerveau. Microsoft a annoncé cette semaine avoir créé des topoconducteurs, qui sont des superconducteurs topologiques. On dit que en fait, c'est un nouvel état de la matière. Donc, si vous vous rappelez votre secondaire 2, 3, 2, en tout cas, vous savez qu'il existe la matière solide, liquide et gazeuse, et là, on ajoute la matière topologique. Ça, c'est flyé parce que c'était parfaitement théorique il y a quelques années. Exactement. Et là, on travaille là-dessus. Ça permet de créer des puces quantiques plus petites. Microsoft dit avoir créé une puce quantique qui s'appelle Majorana 1 qui serait capable de tenir jusqu'à 1 million de qubits sur une puce qui tient dans la paume de la main. On parle de qubits topologiques, donc, qui sont dans un état, je ne sais pas là, c'est pas cellulaire, c'est quoi? C'est un atomique, je ne sais pas exactement. Mais c'est un état de la matière. C'est que tu n'as même plus des circuits physiques, tu n'as plus des petits interrupteurs électriques. C'est une particule que tu excites d'une certaine façon. Je ne sais pas si exciter est le mot juste. Il y a des physiciens qui vont m'envoyer des briques. Mais grosso modo, tu te sers d'un atome qui a un état, puis tu te sers de ça comme 0 ou comme 1. Puis comme dans le monde quantique, tu peux être en même temps un 0 et en même temps 1 jusqu'à temps que tu observes la particule. Tu peux faire des calculs beaucoup plus rapidement parce que tu peux analyser plusieurs possibilités en même temps. Ce que je comprends, c'est que dans le monde quantique, tu peux lier des particules. Fait que tu peux faire une opération sur une particule qui va déclencher un paquet d'opérations. Si tu es capable d'aligner tes particules ensemble, tu peux traiter un paquet d'opérations très, très, très rapidement. C'est Satya Nadella qui dit qu'on peut avoir bientôt un ordinateur qui va tenir dans ta main, qui va être plus puissant que tous les ordinateurs de la planète. Petite nouvelle rapide, la mission IM-2 doit décoller le 26 février pour envoyer sur la Lune un relais cellulaire 4G conçu par Nokia qui permettrait d'utiliser un téléphone standard sur la Lune. Tu es dans ton saut d'astronaute, tu sors ton téléphone et tu pourrais capter le signal de cette sonde-là pour faire un appel. Évidemment, j'exagère un petit peu parce qu'il n'y a probablement pas d'opérateur qui est derrière ça, mais c'est pour tester avec la base lunaire qui va être... si tout va bien en 2030 sur la Lune, on veut que les gens puissent relayer, que les instruments puissent communiquer entre eux par le 4G, sinon le 5G. Ça fait au moins
5 ans que ça travaille, fait que j'imagine que c'est pour ça qu'il n'y a pas des puces 5G qui sont sur l'appareil, mais on veut tester cette connexion-là d'ici peut-être à partir du 28, je sais pas quand est-ce que la sonde va se poser sur la Lune, si elle va bien décoller et tout, mais c'est à surveiller. Le premier appel 4G sur la Lune, quand même! De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Encore une tasse de tech, juste pour préciser en passant, parce que j'ai dit tantôt que comme je suis en Corée, il est 16 heures plus tôt ici par rapport à Montréal, par rapport au Québec. Donc, il est 7 heures du matin ici, alors qu'il est quelle heure, Pascal, à Montréal? Il est 17h10 pour moi. Toi, j'imagine que t'es vendredi matin, là? On est vendredi matin. Oui, je suis dans le futur Vendredi matin? par rapport à toi. Et je félicite notre service, notre application de balado. On en parlait entre les deux en pause. Là. Pour qu'on puisse faire du direct comme ça avec la vidéo et le son, c'est quand même pas rien. Le chargement, pour ceux qui ne connaissent pas l'application qu'on utilise, ça s'appelle Riverside. C'est pas un partenaire. On n'a pas de rabais là-dessus. Ce que ça permet de faire, ça permet de charger chacun de notre côté l'image en haute qualité de la vidéo. Alors même si la connexion est pas très bonne, instable et tout, la vidéo va se charger quand on termine l'enregistrement. Ça continue de charger chacun de notre côté. Quand Riverside a les deux morceaux, on reçoit les deux morceaux séparés et un morceau combiné avec nos deux trucs. Très, très chouette. Faites des podcasts. Riverside, ça peut vous faire des trucs propres. Il y a Alain, un décalage dans le direct qu'on voit pas comme dans le montage. Et ce qui fait que des fois, comme je viens de faire, je t'interromps brutalement, mais c'est pas parce que je fais exprès, c'est le décalage d'une seconde. Mais le résultat est bon. C'est ça qui est. Il y a comme un côté asynchrone à ça qui est assez rigolo. Oui. Ceux qui nous écoutent vont peut-être constater qu'on se coupe un petit peu plus. On est quand même à une demi-planète de distance, alors c'est pas normal. C'est merveilleux! Ben oui, c'est ça. C'est merveilleux. Ce que j'ai avec moi, c'est un micro Holyland, une compagnie, c'est le Lark M2S. Qu'est-ce que c'est? C'est assez particulier comme produit. C'est un micro lavalier, un micro qu'on met à son col, qui est tout petit. Il ne pèse que 7 grammes. On clip ça. Et là, j'aurais aimé l'utiliser pour le podcast. Le son est vraiment, vraiment excellent, mais je voulais pas que ça coupe, je voulais pas qu'il y ait d'interruption. J'ai mis mon bon vieux micro. Je peux prendre ce tout petit truc-là, 7 grammes, je le clip à mon col. C'est presque invisible, il n'y a pas de marque, c'est noir, c'est un petit rond noir qu'on met à son col. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous pouvez le voir ici. Oui, c'est extrêmement discret. Il y a 9 heures, jusqu'à 9 heures d'utilisation. Ça transmet ta voix sans fil par onde radio jusqu'à 300 mètres de portée. Oh, wow. Ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux que le Bluetooth. Pour fonctionner, il y a une espèce de petit relais qu'on peut brancher dans un port USB-C, qu'on peut brancher dans un port Lightning, qu'on peut brancher dans une prise d'appareil photo. On peut brancher dans un appareil photo avec la petite fente pour le flash. On peut glisser ce relais-là. Le kit vient avec 2 micros qu'on peut utiliser pour 2 personnes. T'en as un, j'en ai un. On a chacun notre voix qui est enregistrée. Ou on peut combiner les deux pour avoir un son stéréo si jamais on veut avoir quelque chose de plus riche. Par exemple, pour une performance musicale, on va avoir un petit feeling d'ambiance. C'est vraiment génial parce que tout se range dans une jolie petite boîte qui est à peu près aussi grosse que la boîte des écouteurs Beats qu'on a essayé la semaine dernière, qui contient le transmetteur USB ou Lightning qu'on peut utiliser, 2 petits micros et le petit relais pour les caméras, et ça sert de boîtier de recharge. Fait que quand on le met dedans, on a jusqu'à 30 heures d'utilisation pour son petit micro. Alors, ça permet, sans avoir besoin de se brancher dans une prise murale, de recharger ses appareils. Je trouve ça vraiment impressionnant. Prochain podcast, je vais probablement l'utiliser. C'est très drôle parce que quand on a l'habitude de travailler avec un micro devant soi, j'ai pris l'habitude, je faisais de la télé puis j'avais rien devant moi. Ben oui. Mais là, j'aime beaucoup, beaucoup avoir le petit micro devant moi, voir qui est allumé et tout, et retrouver. Puis là, on le voit encore, là, ceux qui me regardent sur YouTube, j'ai ce petit micro-là. Écoute, tellement petit, tellement léger, j'ai oublié de l'enlever. Fait que je l'avais encore autour après moi. Ça se branche dans son téléphone, ça se branche dans son ordinateur, c'est universel. On peut le brancher avec une prise 1.8.
Très, très, très polyvalent. Vraiment le fun, ça c'est reconnu. Directement, j'ai branché le petit transmetteur dans mon ordinateur. C'est reconnu comme un micro sans fil. Je le branche dans mon téléphone. C'est reconnu comme un micro. Je parle dans mon petit micro Holyland et j'ai quelque chose qui est C'est beau gadget. compact, portable. Pour les Fait appels que je vidéo, entre autres, suis... ça peut être pratique, pas seulement pour la production audiovisuelle. Ben oui, tout à fait. Pour enregistrer, pour faire des conférences, des présentations, tu peux te déplacer avec ça, puis tu n'as pas besoin de tenir un micro à ta main. Et encore une fois, je l'ai essayé pour faire une formation, et puis le son est excellent. Il n'y a personne qui a entendu une différence par rapport au micro. Le micro physique que j'utilise, ceux qui me regardent sur Internet peuvent voir le gros tube que j'ai devant moi. Mais je trouve que ça fait un petit style aussi. Ça remplit le cadrage. C'est pas Tout ça pour un pire. prix Tout raisonnable ça, de combien? Wow. oui, écoute, j'ai été agréablement surpris pour quelque chose qui est semi-pro, prosumer, parce que c'est vraiment de qualité. J'imagine que les professionnels vont trouver à redire qu'il n'y a pas tel type de compression et tout. 230 $ pour la toute dernière version. La version précédente, un petit peu design. Je pense qu'on fait des belles améliorations au niveau du clip, entre autres, là. C'est 230 pour la toute dernière version. Surveillez les promotions. Ils font des très, très beaux produits. Holyland, le modèle M2S, le tout dernier. Petit détail amusant, on a de l'annulation de bruit qui est possible d'activer. Fait que si jamais on est dans un endroit bruyant, on peut appuyer sur le bouton et on active l'annulation de bruit puis enlever un peu de ce qui se passe autour. Les bruits qui ne sont pas la voix qui est captée. J'ai bien hâte d'essayer dans des endroits plus bruyants, puis de faire le podcast avec, puis de me déplacer devant la caméra sans avoir besoin de me soucier de la proximité du micro. Ouais, ben ça va te prendre l'oreillette aussi pour entendre ce qu'il se dit. Oui, c'est ça. Ben ça va être très drôle. Pour t'entendre, je vais avoir besoin de l'oreillette, mais pour capter, je vais avoir quelque chose qui est très intéressant. Pour faire des appels vidéo aussi, ça peut être une belle option. Tu peux te déplacer, puis tu peux continuer de parler avec une très bonne qualité sonore. On peut cuisiner tout en faisant un appel vidéo. Personne ne le saura. À 300 Ouais, mètres de ouais, portée, on peut aller loin. ouais. Si Effectivement. jamais on a le plaisir de faire un podcast à l'étranger ensemble, on va être chacun connecté et ça va sonner comme une tonne de briques. On va essayer ça. Merci Pascal. Je disais tantôt que c'est fou la magie de la technologie. Eh bien, je suis présentement sur mon ordinateur pour utiliser Riverside, qui est notre plateforme de diffusion, d'enregistrement de balado. Et tout ça passe par la magie de l'Internet et je suis connecté par Wi-Fi à mon téléphone cellulaire. Donc, je suis en point d'accès sur mon cellulaire en Corée en ce moment et j'utilise une carte eSIM d'une compagnie qui a été créée à Montréal, mais qui est maintenant un plus internationale, qui s'appelle Fonus, F-O-N-U-S, qui offre des SIM physiques et des eSIM, donc électroniques, qui sont en fait en itinérance partout dans le monde. Ils ont été lancés... en fait, ça a vu le jour au début de la pandémie. Ils ont pré-lancé leur truc en 2019, si je me rappelle bien. Et avec la pandémie, ils ont eu beaucoup de misère à mettre leur réseau en ligne et ça a créé énormément de grogne à l'époque. On parlait beaucoup, on parlait de supercherie et tout le kit. Et finalement, ben, ça leur a pris le temps de mettre leurs choses en ordre et de refaire les choses comme il faut et de lancer leur service et de le roder depuis un certain temps. Et là, ils ont un service qui fonctionne depuis un petit bout de temps. Et juste avant Noël, ils ont fait un rehaussement de leur technologie pour avoir un service cellulaire fonctionnel 5G dans 108 pays pour un seul prix par mois, sans frais d'itinérance, sans frais de surpassement. C'est assez fou pour les gens qui voyagent beaucoup. C'est un produit qui vaut vraiment le coup d'œil. Vous savez que quand on a un forfait, évidemment, à la maison cellulaire, on peut opter pour un forfait avec itinérance incluse. Souvent, ces forfaits-là sont très bons pour, par exemple, chez nous, Canada, États-Unis, Mexique maintenant, qui est très intéressant, qui est très acceptable pour un petit supplément chaque mois. Mais si vous êtes du genre à voyager dans des pays un peu plus éloignés, comme ici, en Corée, ben, ça vaut la peine peut-être de figurer. Puis souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter une eSIM à travers des applications pour les voyageurs. Là. Airalo est un bel exemple. Fonus a vraiment trouvé la niche pour dire, ben, même pas besoin d'aller jusque-là. On peut vous offrir en 3 forfaits, en fait, la eSIM. Il y a de base à 20 $ par mois. Il y a le forfait intermédiaire à 30 $ par mois. Il y a le forfait illimité à 50 $ par mois. Dans le premier cas, c'est 5 gigaoctets en 5G
pleine vitesse. Et si vous dépassez, on vous réduit un peu à, je pense, l'équivalent de réseau 3G, mais ça reste de la 5G, c'est juste qu'on on réduit la bande passante. À 30 $ par mois, c'est 20 gigaoctets de forfait mobile par mois. Et à 50 $, c'est illimité. Donc, vous avez de la pleine 5G partout dans 108 pays. Oui, Pascal. Tu as les prix américains. Au Canada, c'est 28,40. Je l'avais noté rapidement, exactement. Ça revient. Voilà, 28,40 par mois pour le modèle de base, qui est moins cher que bien des forfaits canadiens limités. J'ai fait justement un truc là-dessus dernièrement. 28,40 par mois, illimité partout. Je cherche l'arnaque, Alain. Ben, écoute, il y a un défaut, il y a une limite. Je vais vous la dire dans un instant. Je vais vous faire languir jusqu'au bout. Ouh là là. Parce que je suis en train de l'utiliser. Je suis en train de littéralement enregistrer le balado ici en point d'accès sur mon téléphone. Et j'étais vraiment agréablement surpris de voir que ça fonctionne sans souci. Si vous vous dites, et là on s'adresse chez Fonus aux nomades numériques, les digital nomads, les gens qui travaillent sans frontières. Il y en a beaucoup des gens, des jeunes, probablement qui n'ont pas de responsabilité familiale très complexe, qui n'ont pas d'enfants ou quoi que ce soit, qui voyagent partout dans le monde, mais qui ont toujours le même travail ou peu importe. Et ces gens-là peuvent être tentés de se dire, ma parole, mais je vais ouvrir un point d'accès Wi-Fi en permanence et je n'aurai plus besoin d'aucune autre technologie. Ben, chez Fonus, on dit un instant. C'est un service cellulaire d'abord, donc c'est pour un téléphone. Vous pouvez faire du point d'accès, mais si vous le faites systématiquement tous les jours pendant plusieurs mois, on va s'en apercevoir et on va probablement vous envoyer un message pour arrêter de le faire. Donc, c'est pas nécessairement le tout-en-un magique et idéal qu'on pourrait vouloir, mais c'est un pas dans cette direction-là. Et ça fait quelques voyages que je fais à l'étranger que je l'utilise et je trouve ça intéressant de ne pas avoir à se soucier. Quel est mon frais d'itinérance ici? Ben oui. Parce que ça peut arriver vite et arriver cher. Et l'autre limite, c'est que c'est un service. En fait, il y a un intérêt. On peut transférer un numéro de téléphone qu'on a déjà vers ce service-là. Donc, pas besoin d'avoir un numéro dans un code régional ou bizarre. On peut acheter un numéro de téléphone dans les indicatifs régionaux chez nous, donc 450, 514, tout ça. Quand j'ai configuré la ligne que j'ai ici, j'ai pris un numéro dans le 450 et ça fonctionne très bien. Et il y a aussi je pense que c'est 438 et les autres plus récents, là, mais il y en a, ils ont acheté un lot de numéros par région et il y en a chez nous. Mais donc on se dit, ben c'est parfait, donc j'ai un téléphone complet. Oui, mais la fonction téléphonique, la fonction messagerie texte passe par une application séparée. C'est pas natif sur le téléphone, c'est pas l'application téléphonique de base sur son téléphone. Par exemple, sur son iPhone, c'est pas le téléphone vert. Il faut passer par une application parce que c'est ce qu'on appelle un soft phone, c'est la téléphonie IP par Internet, qui donc fait qu'on doit recevoir ces textos et ces messages téléphoniques dans une application tierce aux couleurs de Fonus, bien sûr. Ce qui est c'est pas très grave, ça fonctionne. C'est pas aussi naturel, évidemment, que d'avoir l'application téléphonique native, tout ça. L'avantage, c'est que si on utilise cette application-là pour son téléphone, on peut l'installer sur une tablette ou sur un ordinateur et là, avoir le même accès à son téléphone, à son même numéro de téléphone et à ses messageries textes sur plusieurs appareils en même temps. Donc, il y a comme quand même un bon côté de ce côté-là. Un autre détail que je n'ai pas vérifié, mais j'ai vu que si on veut transférer la eSIM de Fonus d'un téléphone à l'autre parce qu'on change de téléphone et on veut quand même garder la ligne, il y a des frais. Donc, ce serait à vérifier. C'est pas quelque chose qui va arriver dans la prochaine année et demie pour la plupart des gens. Oui, donc il y a le temps de vérifier, mais c'est peut-être un truc pour les gens qui changent beaucoup d'appareils qu'il faudra vérifier. Peut-être que ça évite aussi les abus de gens qui vont s'envoyer des SIM un peu partout dans le monde. Donc, c'est peut-être une limite qui a une bonne raison derrière. Mais c'est pas... Donc, on n'est pas encore au service idéal, là, entièrement déverrouillé, mais on s'approche grandement de ça. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a eu un changement de réseau, en tout cas un upgrade ou je sais pas quoi la semaine dernière. Il y a eu une panne pendant une demi-journée aussi. Et ça, c'était un peu désolant parce que si ça arrive à un moment névralgique, ça peut être un peu agaçant aussi, effectivement. Mais de base, l'idée est bonne et le service fonctionne. Donc, j'étais agréablement surpris. Et je vous dis, si vous cherchez évidemment un téléphone cellulaire pour la maison, si vous sortez pas du pays, ça vaut pas vraiment la peine parce qu'évidemment, il faut voyager beaucoup. Il faut être ce genre de personne, quand ils disent nomade numérique, il y a des gens à qui on s'adresse très spécifiquement
Et pour ces gens-là, c'est une belle option parce que ça revient, c'est une bonne aubaine, en fait, vu le prix qui est Ben oui, affiché. et comme je dis, 28,40 par mois pour le forfait de base. J'ai hâte de voir les frais cachés, s'il y a un abonnement et tout, mais un forfait de base au Canada qui est pas illimité, qui a pas de données d'itinérance, c'est plus que ça. C'est 30 quelques dollars. Moi, j'ai pas vu c'est exactement le même prix, mais t'as pas d'itinérance, t'as pas 5 gigs de données, puis t'es limité souvent à 5 minutes, 100 minutes d'appel, et là, t'as appel illimité, texto illimité. Mais tu as raison que l'utilisation d'une application va peut-être faire que pour l'utilisateur moins à l'aise avec la technologie, c'est embêtant. Là. Tu sais, quand tu es habitué d'avoir tes iMessage et tes trucs comme ça, il faut que tu passes par autre chose. Ça peut être un peu délicat. Mais je suis très curieux. Je vais voyager bientôt. Je vais peut-être essayer. Ben écoute, pourquoi pas? J'attendais de voyager un peu pour l'essayer et surtout ici où c'est quand même loin de la maison. Et on l'allume en sortant de l'avion et pouf, j'avais déjà mes nombreux messages non reçus pendant 14 heures d'avion qui sont rentrés. Par curiosité, est-ce que ça a complètement remplacé ta ligne cellulaire, ton forfait cellulaire, ou tu l'utilises en plus de ton forfait cellulaire à la maison? Pour l'instant, je l'utilise en plus, mais je songe à peut-être, et là c'est une histoire de famille, mais j'ai ma grande fille qui a besoin d'une ligne cellulaire. Je vais peut-être transférer mon numéro et garder celui-là. C'est à considérer. Il faut voyager, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous voyagez juste aux États-Unis, ça ne vaut pas la peine. Mais si vous voyagez beaucoup dans le monde, c'est quelque chose qui vaut la peine. Le fondateur de Phonus, Simon Voyage, passe sa vie entre Hong Kong, Los Angeles et plein d'autres endroits. Donc, ça va être son propre meilleur client et c'est ce genre de personnes-là qui vont certainement bénéficier le plus. Surtout avec le transfert de numéro de téléphone. Wow! Phonus. Ouais. F-O-N-U-S. Phonusmobile.com, F-O-N-U-S, effectivement. On peut aller voir ça. Voilà. Merci, Alain. Ben, ça fait plaisir. Écoute, le soleil, c'est officiellement presque levé. Ouais. J'aurais pu vous présenter un skyline de Séoul, mais là, il y a eu des reflets dans la vitre, c'était pas très beau. Je ne l'ai pas fait, mais au moins, on vous a informé. J'espère qu'on vous aura aussi un peu diverti ce matin. Ou cet après-midi. Moi, le soleil se couche. Ça se couche aussi sur le balado. Voilà. Et voilà. Merci à TELUS, Plan Hub, d'être partenaire du podcast. Merci à Cogeco Média pour la mise en onde et la diffusion du podcast partout dans l'univers. Jusqu'en Corée, on peut écouter une tasse de tech, c'est pas rien. Alain McKenna, on peut te lire dans la presse, entre autres. On va sûrement lire tes aventures automobiles dans le podcast d'automobile que tu fais. Tu es partout, Alain. On va parler dans Ça tient la route et à la presse aussi. Je suis ici pour la presse, donc je vais parler à la presse en premier. Ensuite, d'accord. Et puis moi, on peut me lire dans pascalforgette.com. Je vais parler de petites bebelles cute, puis je vais sûrement parler de chroniques de voyage bientôt pour faire du brag à propos de mon petit voyage que je fais à mes frais, Alain. On m'a pas invité. Ben, écoute, il y en a où on ne paye pas, puis ça fait du bien parce que sinon, on serait clairement en faillite personnelle. Mais bon, pas aujourd'hui. Alors voilà. Écoutez, j'embarque dans l'avion, je reviens à la maison. Et on se fait une autre tasse de tech prochainement. Entre-temps, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.